Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Le suspense sera mince, Alexandre, à cette conférence de presse pour savoir que va annoncer Pablo Rodriguez. Oui, c'est à 11h aujourd'hui. Pablo Rodriguez qui va nous confirmer ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire qu'il se lance officiellement dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Il a décidé de tenter sa chance. Cette annonce-là, il la fera d'ailleurs à Gatineau. Et ça te faisait sourciller un petit peu, Mario, j'ai l'impression. En fait, c'est la combinaison, tu sais, c'est des petits symboles. Puis je vais être clair, l'Outaouais fait partie à 100% du Québec, incluant sa capitale régionale, Gatineau. C'est juste que t'es un politicien à Ottawa, tu restes député en te lançant. Il dit qu'il reste député pour quelques mois jusqu'à temps que la course soit officiellement commencée. Fait que tu gardes une patte à Ottawa. Puis là, tu fais la conférence comme dans la région de la capitale nationale du Canada. Parce que Gatineau, Ottawa, on appelle ça la grande région de la capitale nationale de la capitale du Canada. Plutôt que d'aller dans la capitale nationale à Québec. Tu comprends? Là où le siège du Parlement, hein, où les annonces se font généralement en politique québécoise. Fait que je me dis, est-ce qu'il se met pas en danger d'une série de petits symboles, mais petits gros symboles, mais qui pourraient faire dire à ses adversaires, ben lui, là, il y a une patte qui reste à Ottawa, puis une patte qui s'en vient à Québec, puis il est écartelé entre les deux, mais alors que, à mon avis, quand tu fais un saut, qui est quand même un saut difficile, un saut périlleux, tu devrais être sans ambiguïté. Là. J'arrive à Québec, j'ai plus d'attache à Ottawa. Ottawa, j'y ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait de mon mieux, mais c'est terminé, j'ai coupé ces attaches-là. Puis tu sais, la politique, je dis symbole dans mon propos, mais la politique est énormément affaire de symboles et d'images. Là. Ben, ça, c'est clair. Donc, 5 candidats maintenant dans cette course. Charles Milliard, Frédéric Beauchemin, Marc Bélanger et Denis Coderre. Denis Coderre qui a réagi d'ailleurs en disant, pourquoi Pablo Rodriguez démissionne pas tout de suite de son poste de député? Et ça a rebondi aussi à l'Assemblée nationale hier. Il est attendu par une brique, entre autres par Simon Jolin Barrette, Benoît Charette également, et même à l'intérieur du parti. Si certains ont salué, notamment chez les libéraux, son arrivée, Frédéric Beauchemin a remis en doute notamment ses idées et son bilan financier au fédéral. Ouais. Encore une fois, on voit que le Parti libéral du Québec, il est infiltré par le Parti libéral du Canada notamment. Il va faire comprendre que le décret fédéral sur le caribou ne fait aucun sens. Ce sera un bel apport. Je suis pas en accord avec sa feuille de route au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de de l'invasion des champs de compétences du Québec, puis la vision économique de ce gouvernement-là. Ouais, Frédéric Beauchemin qui en a profité pour se camper, que lui il va être le candidat économique, saine gestion des finances publiques. C'est sûr que quand tu pars comme Pablo Rodriguez, quand tu quittes l'équipe Justin Trudeau, là, t'as fait les 9 dernières années dans l'équipe Justin Trudeau, tu peux difficilement dire je serai le candidat des finances publiques. Ça te donne pas une belle carte de visite pour être le champion des finances publiques. Ceci dit, l'atmosphère générale dans le caucus du Parti libéral du Québec est à la fête, là, dans le sens que on a tellement eu peur d'une course. Souviens-toi, quand Denis Coderre a annoncé sa candidature, c'était comme le seul, puis là, t'entendais les criquettes là, en fond de scène, et là, t'as quand même une course sincèrement enlevante, avec plusieurs candidats. Et Pablo Rodriguez, c'est quand même une candidature de prestige, là, quelqu'un qui a une forte expérience politique et qui, il vient d'Ottawa, on va lui reprocher, mais qui a quand même une forte expérience politique et qui a des contacts dans toutes les régions du Québec par les fonctions qu'il a occupées comme lieutenant du Québec, qui a des contacts. Ouais. Parlant de ce qui se passe à Ottawa, Mario, on n'aura pas eu à retenir notre souffle trop longtemps et il n'y aura pas de déclenchement d'élection au cours de la semaine prochaine, malgré la motion qui sera déposée par les conservateurs. Une motion qu'on peut lire comme suit, là, la Chambre n'a pas confiance dans le premier ministre et le gouvernement. Alors là, on avait hâte de voir ce que le NPD et ce que le Bloc québécois allait faire. Rappelons que les conservateurs ont besoin des 2 appuis pour renverser éventuellement le gouvernement de M. Trudeau. Et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lui, a donné sa réponse. Il n'aura pas d'élection, ne va pas appuyer cette motion-là. Et lui, ce qu'il souhaite faire, c'est des gains ultimement pour le Québec, Mario, notamment. Mais là, je l'ai pas compris hier. Ah oui? C'est-à-dire qu'il dit ce que tu viens de dire, il dit souhaite faire des gains pour le Québec. Mais non, si tu souhaites faire des gains pour le Québec, il faut que tu aies négocié avant. Tu donnes ton épée à Justin Trudeau après, non? Je sais pas. Dans l'ordre des choses. À moins que tu aies déjà des garanties, là.
C'est intéressant ce que tu soulignes là, parce que l'enjeu pour le Bloc québécois, c'est notamment la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans. Le Bloc québécois veut l'augmenter. Bon, ça c'est vraiment l'os qu'il souhaite gruger. Et là, de ce qu'on pouvait lire, les libéraux semblaient ouverts à cette idée-là. Alors, est-ce que tu poses j'espère qu'ils ont une promesse. Mais tu poses la bonne question. J'espère qu'ils ont une promesse qui va sortir du garde-robe la semaine prochaine, parce que sinon, tu te dis, est-ce que Yves-François Blanchet... D'abord, appuyer Justin Trudeau pour un souverainiste, c'est vraiment pas naturel. Appuyer un gouvernement centralisateur pour un bloquiste, c'est vraiment pas naturel. Mais bon, faut que tu obtiennes quelque chose de gros. Je reprends ses mots. Je pense qu'il disait, monsieur, quelque chose de rapide, de gros, de visible. Ben, on est un peu en attente de ça. Sauf que hier, ce que j'ai senti, c'est que l'urgence pour Yves-François Blanchet, c'était pas tellement ce qu'il allait obtenir pour les Québécois. L'urgence, c'était de dire, il n'y aura pas d'élection, je vais appuyer Justin Trudeau. Plus vite, plus vite, plus vite. Là, écoute, à peine Pierre Poilievre avait fait connaître le texte de sa motion, il a dit non. Parce qu'il voulait pas laisser monter le suspense. Parce que tu vois, si tu laisses passer des jours, là, la tension monte, là, à un moment donné, c'est comme tous les médias du Canada vont être rivés sur la réponse d'Yves-François Blanchet. Et là, il voulait pas vivre cette montée de tension-là. Comme il savait qu'il allait soutenir Justin Trudeau, il aimait mieux le faire à la première minute. Là. Pas d'illusion, il n'y aura pas d'élection, inquiétez-vous pas. Mais moi, j'ai trouvé que ça traduisait... C'est quand tu veux pas laisser les caméras se braquer sur toi, que tu dis non tout de suite, c'est parce que ça traduit un certain malaise. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment les choses vont se jouer. Ben des gens qui pensent que c'est surtout le timing, là, que pour le NPD... On veut pas déclencher d'élection tant que le Sénat n'a pas fini d'étudier leur projet de loi chouchou sur l'assurance médicaments, que le Bloc veut obtenir ce dont tu viens de parler pour les... Puis qu'une fois que tout le monde, mettons en octobre, les élections fédérales, les élections américaines vont être en train de passer, les élections dans les provinces vont être passées, chacun va avoir obtenu ce qu'il veut. Qu'on pourrait peut-être aller en élection plus tard dans l'automne, plus proche de Noël, à suivre, mais... Ça va être un passage quand même difficile là, pour le Bloc québécois la semaine prochaine là, de se retrouver dans un appui aussi visible là, à Justin Trudeau. Suivi de ce dossier qui a fait énormément réagir, Mario... Paolo Galetti, ce conseiller municipal de Laval... Qui boit son thé sucré. Qui se met beaucoup de crème à main parce qu'il est main très gercée. Si tu passes les pots de miel, les gros pots de miel un après l'autre dans le thé, là... C'est pas bon, ça, trop de sucre. Non. Alors, ça avait fait énormément réagir l'histoire du bureau d'enquête. Et là, Penses-tu qu'il sait que le miel, là... Oui. Toi, tu t'inquiètes-tu de son taux de sucre? Ou... Non, c'est du vomi d'abeille. Hein. Ah! Ouais, mais c'est du bon vomi. Oui, non, mais l'abeille recrache le miel. Non, c'est une nuance. Mais en même temps, tu sais, l'agriculture, on met du fumier dans les champs. Oui, moi, je trouve ça correct. Moi, j'adore le miel. J'adore le miel. Quand tu me l'as dit, j'ai comme eu un petit... On va être obligé de se tourner vers le sirop d'érable, finalement. J'avais bien ça le miel avant que tu me dises ça, Mario. Bon, alors, des choses ont quand même bougé. Là. Enquête de la Commission municipale du Québec maintenant sur ses dépenses. C'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui l'a annoncé quelques heures après les révélations de nos collègues du bureau d'enquête qui ont levé le voile justement sur toutes sortes de dépenses jugées effectivement discutables, notamment, oui, on tient à la blague, mais de la nourriture achetée chez Costco, mais aussi des produits Apple. Là. Je veux dire, quelqu'un qui est très connecté, là, que ce soit cellulaire, mais je te dirais, les produits Apple, même en ayant acheté les plus chers, même ça paraît exagéré, mais ça peut se défendre. La montre de luxe Apple, c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais les autres, ça peut se défendre parce que dans le cadre de tes fonctions, tu peux utiliser des outils informatiques. Et toi, tu t'es-tu déjà crémé à main dans l'exercice de tes fonctions? La crème à main, des médicaments, là, des ibuprofènes, des céréales, de la nourriture en grosse quantité. C'est plus tough à passer un petit peu. Là. Oui, c'est un peu plus compliqué à justifier, surtout quand il ne faut pas faire de cachette. Ils disent pour le bureau, mais quand tu apprends que le bureau est dans la maison, il n'y a pas de bureau. Tu sais, un député a un bureau de comté à un autre endroit. À la limite, il pourrait faire venir les journalistes, ouvrir le garde-manger et dire, regarde, ça, c'est la nourriture qu'on garde au bureau. Mais chez vous? Mais quand le bureau est dans la maison, c'est tentant de penser que
le pot de beurre de pinot a servi une ou deux fois à des fins non politiques. Il faudrait voir le registre du beurre de pinot, Mario. Donc, premier développement, c'est cette enquête de la Commission municipale du Québec. Et le deuxième, et c'est venu par voie de communiqué de la part de son parti, le parti qu'il représente, Action Laval. C'est le chef par intérim qui confirme le retrait du parti de Paolo Galetti le temps de cette enquête-là. Et on a précisé dans le communiqué aussi que c'est pas le parti qui gère les dépenses de ce conseiller-là. C'est vraiment c'est lui-même. Oui, mais le trésorier de la ville aussi. Mais ce que je comprends... moi, hier, j'ai reçu à LCN le maire de Laval qui demande au conseiller Galetti de rembourser, mais qui explique que c'est un budget... Bon, évidemment, c'est pas des millions, c'est 46 000 $ par année, mais que c'est très discrétionnaire. Il s'appelle un budget de recherche et de soutien. Ouais. Notre collègue Annabelle Blais, poursuivant la même enquête, nous expliquait que pour de la recherche, là, c'est des peanuts là, sur des centaines de... Quand tu additionnes les 46 000 pour tous les conseillers et pour toutes les années, je pense qu'il y a 1 000 qu'elle a trouvé qui était vraiment une étude, là, une recherche. Donc, l'aspect recherche semble très faible. On se paye de la publicité, on achète des billets pour aller à des événements. Bon, on défendra toujours que si on achète des billets pour aller à une soirée d'un club sportif... Réseautage. C'est ça, on fait du réseautage, on va rencontrer les citoyens, on encourage, ça se défend. Mais disons, on a l'air à utiliser plus le budget pour faire de la politique, aller rencontrer le monde. Bon, dans ce cas-là, l'épicerie, ça, c'est une autre affaire. Beaucoup moins pour vraiment de la recherche, pour faire des travaux de recherche, pour alimenter le débat public à l'hôtel de ville. Mais est-ce que c'est illégal? Non. Parce que le maire m'expliquait, le budget, là, les conditions sont très, 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 très larges. Et le trésorier de la ville, à moins de voir quelque chose qui, à sa face même, paraît illégal, il rembourse. Il rembourse aux présentations des factures. Dans le cas de Galetti, j'ai compris du reportage d'Annabelle Blais que le trésorier de la ville s'est protégé. Le trésorier de la ville, une fois, il a demandé, êtes-vous bien certain que cette épicerie-là, ces affaires-là, c'est vraiment dans le cadre de vos fonctions? Puis le conseiller a répondu oui. Donc, il a comme certifié sur son honneur que... Je sais pas si c'était les céréales, les graines de chia ou le beurre de pinot, mais il a certifié, oui, c'est vraiment pour ça. Donc, le trésorier de la ville a accordé le remboursement. C'est le Nutella qui passe pas, je pense. C'est le Nutella qui passe pas. Nutella, t'accroches l'huile de palme, le Nutella, tout un bug. Là. Il y a quelque chose avec ça. Là. Encore ce matin, Mario Isabelle, c'est encore la consternation à Coteau-du-Lac, là, en Montérégie, à la suite du meurtre de cet enfant de 5 ans. La mère de 29 ans a été arrêtée, accusée de meurtre prémédité. On peut pas vous la nommer, on peut pas l'identifier sous ordre du tribunal pour protéger l'identité de la victime. Refaisons un peu les faits. Donc, hier, vers 3h du matin, les policiers se rendent dans cette résidence du chemin du fleuve. Et là, sur place, découvrent le corps du petit garçon de 5 ans avec, selon les informations de nos collègues du journal, des marques évidentes de violence. Et c'est la mère qui a contacté les autorités, le 911. On en sait plus aussi sur cette femme-là. Nos collègues ont appris, entre autres, que c'est une dame qui était connue des milieux policiers, qui avait des graves problèmes de santé mentale et que les autorités seraient intervenues à sa résidence pas plus tard que la semaine dernière pour s'enquérir de son état de santé, pour vérifier comment elle allait. Toujours selon les infos de nos collègues du journal, elle aurait tenté de se suicider après le meurtre de son enfant. Alors, si elle est reconnue coupable, elle risque la prison à vie, mais c'est un drame sans nom là, qui a choqué un quartier. Elle est accusée de meurtre premier degré, le meurtre prémédité. Oui, exactement, Mario. Donc, le crime le plus grave du Code criminel canadien. Et au Liban, le Hezbollah, après les pagettes, et même dans certains cas, ça se passait dans le cadre des cérémonies funéraires des gens tués la veille par leurs pagettes. Il y a des membres du Hezbollah qui avaient des walkie-talkies. Ouais. Et ces walkie-talkies ont explosé à leur tour dans plusieurs villes, Mario. Donc, le bilan est très lourd. 20 morts. 450 blessés selon le plus récent bilan ce matin. Donc, c'est moins de walkie-talkie en nombre, c'est moins au total, mais plus de morts. Plus de morts, c'est ça. Parce que dans l'attaque précédente, donc on parlait de 12 victimes, 2800 blessés. Et là, il y a une crainte d'escalade là, dans la région. C'est-à-dire que le Hezbollah accuse Israël d'être entièrement responsable des explosions. Puis on se souviendra notamment le New York Post qui refaisait un peu le fil des événements en disant que Israël aurait réussi à intercepter dans la chaîne de commande du côté là, de
Taïwan, les fameux pagettes, donc les fameux téléavertisseurs pour y inclure des engins explosifs. Alors, de quelle façon on a réussi à piéger les walkie-talkies? Est-ce que c'est un peu de la même façon? Et là, ce qu'on craint aujourd'hui, puis on se sera surveillé, le chef de l'organisation pro-iranienne va prendre la parole aujourd'hui. Est-ce qu'on en saura plus là-dessus? Est-ce qu'il y aura encore une fois une escalade de violence dans un secteur qui est déjà... il y a tout un enjeu moral. Est-ce que ça se faisait? Mais en termes de déstabilisation de ce groupe terroriste qui est le Hezbollah, c'est fou là, ce que Israël, en tout cas, le Mossad, les services de secret israéliens, qui n'ont pas revendiqué, qu'on présume être derrière ça, parce que ils font deux choses. Un, ils décapitent l'organisation. Tous les leaders, tous les gens actifs, tous les joueurs importants, la grande majorité avaient sur eux ces équipements de communication, donc ont été blessés. Dans plusieurs cas, gravement blessés, donc ne seront pas en état là, de combattre au cours des prochaines semaines. Deux, sont devenus tous identifiés et identifiables. Et trois, ne sauront plus comment communiquer entre eux. Parce que quand tu veux faire la guerre ou tu veux faire des moyens terroristes, la communication, c'est la base. Déjà, ils n'utilisaient plus de téléphone cellulaire parce qu'ils s'étaient aperçus que c'était une façon de les géolocaliser, de les retrouver. Alors, abandonne le téléphone cellulaire, avait remplacé par le pagette. Là, t'as plus cell, pagette, walkie-talkie. Il te reste quoi pour communiquer? Il reste pigeon voyageur ou signaux de fumée. Pas grand-chose. Et Donald Trump va se rendre à Springfield. Oui, et pour se remettre un peu en contexte, remettons-nous un peu dans l'ambiance de ces déclarations au débat présidentiel qui avait accusé les immigrants de manger des animaux de compagnie, des honnêtes citoyens de Springfield. Ça avait donné lieu à toutes sortes de parodies. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Alors, si ça avait fait sourire un peu sur la toile, les conséquences directes sur le terrain... Parce que ça, c'est un musicien, je sais plus combien de clics il est rendu, mais c'est un musicien qui s'est amusé à reprendre les phrases du débat et en faire une chanson. Là. Ça, c'est un des extraits qui a le plus tourné, mais au-delà du ridicule de la déclaration de Trump sur le terrain à Springfield, pour les résidents, pour les autorités, ça a eu des conséquences désastreuses. 33 alertes à la bombe, des fermetures d'écoles. Alors, il a annoncé hier... L'hôtel de ville a dû fermer un jour. Entre autres, t'as raison. Alors, il était de passage à New York hier et c'est à ce moment-là qu'il a déclaré que oui, je vais me rendre en Ohio, à Springfield, d'ici les 2 prochaines semaines. Il a même dit quelque chose comme, je sais pas si je vais en revenir vivant, mais alors c'est ça, c'est du grand Donald Trump. Et j'ai bien hâte de surveiller. Mais ça nous dit que s'il se rend à Springfield et que son colistier, le J.D. Vance, candidat à vice-présidence, a continué à marteler cette histoire-là, ça nous dit quand même que malgré le caractère un peu loufoque de l'histoire, c'est un peu ce que nous disait Stéphane Bureau, le sujet de l'immigration illégale des migrants est suffisamment rentable politiquement pour Donald Trump, que quand ils font la balance des inconvénients, l'histoire des chats et des chiens, c'est ridicule, il y a une partie de la population qui rit de ça, mais en même temps, ça rappelle l'histoire des migrants illégaux d'une manière qu'eux autres considèrent encore politiquement rentable. Oui. Parce que sinon, il irait pas là. Il y a un enjeu de nombre. Je veux dire, la population de Springfield, en termes de ratio, là, ce qu'ils ont reçu... on parle, mettons un chiffron, là, on parle d'une ville de 50 000 habitants qui reçoit 20 000 nouveaux arrivants. C'est ça. Fait que c'est sûr que si tes écoles, tes hôpitaux, tes infrastructures sont prévues, puis ton logement est pour 50 000 personnes, si tu reçois 500 personnes, 1000 personnes, tu vas les accueillir. Si tu en reçois 20 000 en ratio... L'enjeu est là, Mario. Ça se peut juste pas. On a eu les nominations à la disque, Isabelle. Oui, et ceux qui dominent, ce sont les Cowboys fringants, Carquois et Soulja. Les Cowboys fringants, bien évidemment, cet album qui est sorti posthume a touché le cœur de tout le monde. Et même quand on réentend la fin du show, ça nous fait encore le même effet. Tombe le rideau, ce soir le vieux chanteur a donné son dernier show. Pour le gala principal, c'est 7 nominations que le groupe reçoit comme chanson de l'année, groupe ou duo de l'année. Surprise, c'est la première fois que Jean-François Posé est nommé dans la catégorie auteur-compositeur. Je te jure, en 25 ans. C'est le plus grand auteur, c'est la plus belle plume de chansons, peut-être avec Linda Lemay, mais c'est dans les dernières décennies, dans les 20 dernières années, c'est vraiment... Mais ça se peut pas. Je sais.
ça me fait remettre en question les galas parce que je me dis, si un gars comme Jean-François Posé n'a jamais eu ce genre de citation-là, bon, mais ça enlève un peu de crédibilité, là. Ça veut dire je sais que ces genres de galas, c'est des inscriptions, mais quand même, tu te dis, Jean-François Posé, je sais qu'on a posé la question à Louis-Jean Cormier qui en revenait pas, lui non plus, il a eu la même réaction que toi, là, de dire, ben voyons donc, ça se peut pas. En fait, on s'en était pas rendu compte. Non, ben non, ça va vite, puis la vie va vite, puis mais oui, c'est ça, la première fois, moi je suis, le mot c'est flabbergasté. Je peux pas comprendre, et je me dis, donc, il faudrait peut-être revoir notre façon de faire des galas. Parce que, tu sais, on remet souvent en question avec les codes d'écoute et tout, mais je pense qu'il y aurait comme un brainstorm à faire collectif pour voir la pertinence, parce que je me dis, si un gars comme lui a jamais été nommé, bon, que vaut ce genre de citation? On parle également du groupe Carquois qui en obtient 5. Carquois qui a fait un retour, hein, mais c'était pas volontaire. Eux autres, ils ont fait la tournée des festivals, mais ça a pogné, comme on dit en bon québécois. Ils sont entre autres en nomination pour album de l'année, choix de la critique, entre autres. Il y a le groupe Sale Barbe qui reçoit 5 citations. Soulja aussi. C'est une belle histoire, Sale Barbe, ça. C'est vraiment chouette. C'est fun d'un groupe. C'est le fun d'un groupe qui est créé en disant pas, on s'en va gagner justement le disque. On s'en va faire le party, puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Puis il y a une authenticité dans leur musique, on se reconnaît là-dedans, puis les chansons restent en tête. Je veux dire, ils ont tout pour plaire. Là. Je trouve ça vraiment chouette. Et fait intéressant aussi pour Barnev. Barnev, c'est le choriste de Céline qui a été à ses côtés pendant 25 ans. On l'a vu, il a lancé un album dans les derniers mois. Il a fait partie de Céline Symphonique. C'est sa première citation en tant qu'artiste de la relève. Je trouve ça fascinant. Hier, il m'en parlait, puis il était tellement content de se dire, il a fait un choix, tu sais, il ne retournera pas aux côtés de Céline si jamais elle revenait sur scène, parce que lui, il veut se concentrer sur ses projets. Puis là, ben, d'avoir de souligner ça, finalement, pour lui, c'était comme une fleur. Donc, il y a 150 galas, le gala de la disque, il y a le 30 octobre, il y a le gala de l'industrie, mon premier gala, et le gala de la disque principal, c'est le 3 novembre, et cette année, c'est Pierre-Yvroy Desmarais qui va animer, c'est pas Louis-José Hood. Oh, ça aussi, ça va être pour une lui, marche. la barre est haute parce que Louis-José était très, très bon. Le meilleur. Canadien. Et sur glace, hier, on était en gymnase. C'est ça. C'était les tests physiques hier. Aujourd'hui, premier entraînement sur glace. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est surtout les déclarations de Martin Saint-Louis. Tu sais que dans le monde de la finance, on a l'oracle d'Omaha, qui est Warren Buffett. Oui. Ben, nous, à Montréal, on a l'oracle de Laval, Martin Saint-Louis. Tu te souviens de la game dans la game? Oui. D'être dans le train, le joueur dans la bonne chaise. Et là, on a eu droit hier. La différence entre jouer au hockey et être un joueur de hockey. Oh. C'est une grosse différence entre être quelqu'un qui joue au hockey, un joueur de hockey. Et je pense que les gars, ils savent la définition d'un joueur de hockey. C'est une grosse différence. Puis vous autres, vous ferez plus de compromis là-dessus, Martin? On pourrait savoir la différence, la définition? Ouais. C'est la différence. Parce qu'un gars qui joue au hockey, il fait juste jouer, puis un joueur de hockey, il gagne. Là, c'est complet. C'est que puis la game est revenue, c'est que tu t'amènes ta game dans la game. T'es un joueur complet. Mais globalement, il y a moins d'invités au camp d'entraînement. Là, on a mis ça comme un critère pour dire là, on est à l'étape de performer. Il y en a moins qui jouent au hockey. Là. Bon, on retient ça. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie. Débat, opinion et analyse.